Camille Lefebvre fixait le plafond décrépit de sa petite chambre mansardée, dans un silence brisé seulement par le bourdonnement lointain de la circulation parisienne. Il n'y avait plus de café, plus de sucre, plus rien à vrai dire, sauf quelques pièces éparses dans une vieille tasse émaillée. 32 ans, un diplôme en littérature, une expérience professionnelle respectable, et pourtant, rien. Depuis la pandémie, son monde s'était effondré comme un château de cartes. Son emploi perdu, son appartement à Lyon rendu, ses économies envolées dans les mois d'incertitude. Il ne lui restait que Paris et une obstination féroce de ne pas se laisser couler. Elle avait pris un train de nuit sans billet retour, emportant une valise cabossée, une pile de CV plastifiés et une promesse qu'elle s'était faite, recommencer. Cela faisait maintenant 3 mois qu'elle partageait un appartement minuscule dans le 19e arrondissement, avec 2 étudiantes en design qui ne parlaient qu'anglais entre elles. Camille dormait sur un matelas posé au sol et vivait au rythme des alertes de son téléphone. Offre d'emploi, refus automatique, parfois même pas de réponse du tout. Mais ce matin-là, elle avait reçu un message différent, une convocation. Une véritable interview dans une maison d'édition de renom, l'une des plus prestigieuses de Paris, Delacroix Éditions. Rien que le nom suffisait à lui donner des frissons. On y publiait les plus grands, des romanciers de renom, des essais traduits dans 10 langues. Et elle, Camille Lefebvre, venait d'obtenir un entretien pour un poste de coordinatrice éditoriale. Elle avait préparé sa tenue avec soin la veille. Une chemise blanche fraîchement repassée, une jupe noire sobre, des ballerines qui avaient encore fière allure malgré les kilomètres parcourus. Ses cheveux avaient été attachés en un chignon serré, et elle avait même emprunté un miroir de poche à l'une de ses colocataires pour ajuster son maquillage. Chaque détail comptait. C'était, elle le sentait, sa dernière chance. Lorsqu'elle sortit de l'immeuble ce matin-là, le ciel était gris, mais sec. Il faisait lourd, presque étouffant. Elle serra les pans de son manteau contre elle et s'engouffra dans le métro. Une fois arrivée près du boulevard Haussmann, elle remonta à la surface, vérifia l'adresse une dernière fois et s'arrêta quelques instants pour respirer. Son cœur battait vite, mais elle était prête, jusqu'au moment où le ciel s'ouvrit. Une pluie soudaine, violente, sans préavis. Paris se transforma en un théâtre de parapluies qui s'ouvrait en panique. De passants courant se réfugier sous les marquises. Camille, elle, n'avait pas de parapluie. Elle resta figée quelques secondes, incapable de croire à ce coup du sort. Puis, elle courut. Chaque mètre la rapprochait de l'entrée, mais aussi de l'inéluctable. Ses cheveux se déliaient, sa chemise collait à sa peau, sa jupe était trempée jusqu'aux genoux. Sa sacoche en toile, pourtant résistante, avait cédé sous le poids de l'eau. Son maquillage fondait lentement, se diluant dans les larmes de pluie qui coulèrent sur ses joues. Elle arriva devant les grandes portes vitrées de l'immeuble, en haletant, ruisselante, défaite. 2 hôtesses d'accueil la dévisagèrent sans un mot, puis échangèrent un regard entendu. Camille, elle, n'avait plus la force de s'excuser ou d'expliquer. Elle se contenta de décliner son nom, tentant de ravaler sa honte. « Camille Lefebvre pour un entretien à 10 heures, dit-elle d'une voix incertaine. L'une des hôtesses hocha la tête, prit le combiné et annonça son arrivée. Un badge provisoire fut glissé sur le comptoir. Camille l'attrapa avec des doigts tremblants. Elle se dirigea vers les ascenseurs, consciente du bruit de ses chaussures gorgées d'eau à chaque pas. Dans le miroir du hall, elle se vit, cheveux détrempés, visage nu, vêtements froissés. Elle eut un instant d'hésitation. Monter ou fuir. Rire ou pleurer. Renoncer ou tenter malgré tout. Elle monta. Dans l'ascenseur, elle tenta de se redresser, de se donner contenance. Il n'y avait plus de mise en beauté, plus de stratégie. Il ne restait qu'elle, brute, vraie, dans toute sa vulnérabilité. Et peut-être, pensa-t-elle, que c'était là sa seule chance. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, un couloir silencieux s'étendait devant elle. Une assistante l'attendait, élégante, polie, manifestement surprise par l'apparence de la candidate. Mais elle ne dit rien. Elle fit simplement un geste vers une grande porte noire, sur laquelle était gravé le nom en lettres d'or, Antoine Delacroix, président-directeur général. Camille inspira profondément, puis elle entra. Le parquet ciré du couloir menant au bureau d'Antoine Delacroix craquait faiblement sous les pas hésitants de Camille, dont les chaussures imbibées d'eau laissaient des traces humides à chaque foulée. L'assistante, droite comme une statue de marbre, la précéda sans un mot,
son tailleur impeccable contrastant cruellement avec l'apparence désastreuse de la candidate. Camille, elle, n'essayait même plus de se recoiffer ou d'essuyer les gouttes qui continuaient de glisser sur ses tempes. Son regard était fixe, ancré dans ce mince fil d'espoir qui l'avait poussé à entrer malgré tout, malgré la pluie, les regards et la honte. La porte du bureau s'ouvrit dans un léger froissement, et l'assistante se poussa sur le côté. « Mademoiselle Lefebvre », dit-elle d'un ton neutre. Camille entra. Le bureau était vaste, lumineux, dominé par une large baie vitrée qui laissait voir les toits gris de Paris sous un ciel encore menaçant. Des étagères chargées de livres couvraient les murs, entrecoupés de cadres discrets et d'œuvres abstraites. Au centre, un bureau imposant en bois foncé, derrière lequel un homme se tenait debout, les mains dans les poches, l'air à la fois concentré et surpris. Antoine Delacroix était plus jeune que ce qu'elle avait imaginé. Son nom évoquait une figure distante, presque solennelle. Mais face à elle se trouvait un homme d'environ 39 ans, grand, mince, vêtu d'un costume anthracite sans cravate. Ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait pour habitude de passer la main dedans en réfléchissant. Ses yeux d'un gris intense se posèrent sur Camille avec une intensité qui n'avait rien de désobligeant. Il l'observa, oui, mais sans froncer les sourcils, sans lever un sourcil, sans ironie, juste avec une curiosité visible. « Vous avez bravé la tempête, on dirait, dit-il finalement, un sourire discret aux lèvres. Camille resta droite, bien que ruisselante. Elle n'osa pas sourire en retour, mais elle soutint son regard. Elle avait passé la dernière heure à se battre contre le hasard, le regard des autres, le ridicule. Elle n'allait pas en plus s'excuser d'être là. J'avais rendez-vous à 10 heures. J'ai préféré arriver en retard que ne pas venir du tout, répondit-elle simplement. Il fit un geste vers le siège devant lui. Asseyez-vous, on va oublier l'horloge aujourd'hui. Elle s'installa, ses vêtements humides collant désagréablement au cuir du fauteuil. Un silence s'installa, non pas gênant, mais presque suspendu, comme si Antoine cherchait à comprendre quelque chose qu'il ne s'expliquait pas encore. « Votre CV est impressionnant », dit-il après avoir feuilleté quelques pages sur son bureau. Lyon, plusieurs maisons d'édition, des projets reconnus. Pourquoi avoir quitté tout ça? Camille inspira profondément. Elle n'allait pas inventer une version enjolivée. Ce n'était plus le moment pour les façades. J'ai perdu mon poste pendant la pandémie. L'entreprise a fermé. J'ai vendu mon appartement pour couvrir mes dettes. J'ai tenté de rester à Lyon, mais il n'y avait plus rien pour moi là-bas. Alors j'ai pris le peu qu'il me restait et je suis venu ici. Paris, c'était une dernière carte à jouer. Il hocha la tête sans prendre de notes. Et aujourd'hui, malgré tout, vous êtes venu à cet entretien. Trempé, en retard, sans maquillage, mais là. Elle soutint de nouveau son regard. Je n'ai plus le luxe de reculer devant l'imprévu. Un silence suivit, différent du précédent. Quelque chose dans les traits d'Antoine avait changé, imperceptiblement. Il ne consultait plus son dossier. Il la regardait, elle, vraiment, avec une attention rare, comme s'il tentait de voir au-delà du CV, au-delà de l'image. « Dites-moi, quel est le dernier livre qui vous a bouleversé ?» La question prit Camille par surprise. Ce n'était pas dans le cadre d'un entretien classique, mais elle répondit sans réfléchir. « L'élégance du hérisson » de Muriel Barbery. Pour la solitude, la beauté cachée, l'intelligence dissimulée dans des existences ordinaires, et cette idée que même dans les coins les plus ternes, il y a de la grâce. Antoine sourit, cette fois avec une sincérité qu'elle ne s'attendait pas à voir. Il se rassit, croisa les jambes, comme si la discussion venait de prendre un nouveau tournant. Vous savez, on rencontre beaucoup de profils ici. Des gens préparés, des gens brillants, mais rares sont ceux qui ont cette capacité à transformer une mauvaise journée en témoignage d'authenticité. Vous êtes arrivé trempé et vous me parlez de grâce. Camille haussa légèrement les épaules. Parfois, ce qu'on croit être une catastrophe devient une preuve. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur le bureau. Une preuve de quoi? Qu'on est encore debout. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il regarda la pluie qui tombait de nouveau derrière la baie vitrée. Il semblait peser chaque mot. Et si je vous disais que je ne cherche pas simplement une coordinatrice, mais quelqu'un qui comprenne ce que signifie tomber et se relever. Quelqu'un qui ne se contente pas de suivre les protocoles, mais qui voit au-delà des lignes. Camille fronça les sourcils, prudente. Ce poste n'était pas pour ça. Peut-être que je me suis trompé de poste, ou que j'ai mal formulé l'offre, ou que je viens de comprendre ce dont j'ai réellement besoin.
Elle ne répondit pas. Une part d'elle avait envie de croire à ce que ces mots suggéraient. Une autre, plus réaliste, plus blessée aussi, se méfiait des promesses trop belles pour être vraies. Il se redressa, concluant l'entretien. « On vous recontactera sous peu. Merci d'être venu, malgré les circonstances. » Elle se leva, sa jupe toujours trempée, ses cheveux toujours en bataille, mais le dos droit. Avant de quitter la pièce, elle le regarda une dernière fois. « Merci de ne pas m'avoir fait sentir ridicule. » Il la regarda intensément, sans un sourire cette fois. Ce serait ridicule de juger quelqu'un qui se bat pour rester debout. Elle quitta la pièce, plus troublée qu'elle ne l'aurait admis. Dans le couloir, les regards revenaient, mais elle n'en avait plus cure. Quelque chose s'était passé là-dedans. Elle ne savait pas encore quoi, ni si cela aurait des conséquences. Mais elle savait que, trempée ou non, elle avait été entendue. Et dans un monde où tant de voix se perdent dans le bruit, cela valait déjà beaucoup. Le lendemain matin, Camille s'éveilla avec la sensation étrange que l'entretien de la veille n'avait pas été réel. Dans son petit lit de fortune, le drap collé à sa peau par la chaleur du mois d'août, elle repassa mentalement chaque détail. Le regard franc d'Antoine Delacroix, son absence totale de condescendance, ses questions inattendues, et surtout, cette impression d'avoir été vue, vraiment vue, au-delà des apparences. La pluie avait lavé plus que son maquillage. Elle avait emporté avec elle une part de ses craintes. Mais restait en elle une incertitude profonde. Avait-elle laissé une bonne impression malgré tout? Était-ce une illusion née du désespoir? Elle tenta de reprendre sa routine, d'envoyer d'autres candidatures, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette pièce baignée de lumière, à ce bureau imposant, à cette conversation qui avait pris la forme d'une confession douce. Elle n'osait pas espérer. Espérer, c'était dangereux. Cela creusait une attente qu'aucune réalité ne pouvait combler. Ce ne fut que 2 jours plus tard que son téléphone vibra, alors qu'elle se tenait devant un supermarché discount, hésitant entre un paquet de pâtes et un morceau de pain. Un numéro inconnu. Elle décrocha, le cœur battant. « Mademoiselle Lefebvre, ici Élise de la Maison Delacroix. Nous avons une proposition à vous faire si vous êtes toujours disponible. » Elle sentit ses jambes vaciller. Elle s'éloigna du rayon, le téléphone serré contre son oreille. « Bien sûr, je vous écoute. Monsieur Delacroix a souhaité créer un poste spécifique. Ce n'est pas exactement celui pour lequel vous avez postulé, mais une fonction transversale entre la coordination éditoriale et le développement de nouveaux projets. Il s'agirait d'un contrat à durée déterminée pour commencer, avec possibilité d'évolution. » Elle resta muette quelques secondes. Le mot « créer » résonnait en elle comme une promesse étrange. « J'accepte », dit-elle simplement, la voix presque rauque d'émotion. Le surlendemain, elle se présenta à la réception du même bâtiment, cette fois sèche, coiffée, maquillée avec discrétion, vêtue d'un tailleur simple mais élégant, acheté en seconde main. Elle tenta d'ignorer le regard des hôtesses qui la reconnurent. Une badgeuse l'attendait. Elle monta seule au 3e étage, où se trouvaient les bureaux des équipes éditoriales. Dès son arrivée, l'atmosphère changea. Les regards étaient directs, perçants, parfois méfiants. On lui indiqua un bureau partagé avec 2 autres collègues. Aucun mot de bienvenue, à peine quelques hochements de tête. On lui remit un dossier à lire, des consignes générales. L'essentiel était là, mais la chaleur humaine, elle, brillait par son absence. À la pause déjeuner, elle s'installa seule dans la petite cafétéria, observant les autres regroupés par affinité, quelques chuchotements, des sourires en coin. Et puis une phrase lancée, pas assez discrètement pour passer inaperçue. Elle, c'est la protégée, non? Camille sentit son estomac se nouer. Elle comprenait. Elle savait. Elle n'était pas passée par le processus habituel. Elle n'avait pas patienté, attendu, prouvé sur le papier. Elle était entrée directement, envoyée par la main du patron lui-même. Cela suffisait à éveiller les soupçons, à attiser les jalousies. Mais elle décida de ne rien montrer. Elle continua de travailler en silence, lisant les manuscrits confiés, proposant des notes précises, participant aux réunions sans excès de zèle. Elle connaissait les codes. Elle avait été formée à observer, à comprendre les jeux d'influence, les stratégies implicites. Et elle savait que dans cet environnement, le moindre faux pas serait amplifié. La première réunion de projet où elle fut invitée se déroula dans une salle vitrée donnant sur la cour intérieure. Antoine y assistait en personne, entouré de responsables de collection, d'éditeurs, de communicants. Camille s'installa en bout de table,
tâchant de se faire discrète. Elle écouta, prit des notes, observa les dynamiques. Puis, au détour d'une discussion sur une nouvelle collection destinée aux jeunes adultes, elle proposa une idée. Explorer le thème du renoncement à travers des récits contemporains en évitant les clichés du genre. Elle parla brièvement d'un auteur lyonnais méconnu, capable selon elle d'incarner cette direction. La salle resta silencieuse quelques secondes. Puis, Antoine tourna la tête vers elle. « C'est une approche intéressante », dit-il en la regardant fixement. « Très juste même. » Il se tourna vers les autres. « On devrait y réfléchir sérieusement. Cela mérite d'être développé. » Personne ne dit rien. Puis, la réunion reprit, mais Camille sentit les regards se poser sur elle, différemment. Pas avec admiration, avec prudence, avec suspicion. Quand elle sortit de la salle, une collègue brune, fine, au regard acéré, s'approcha d'elle. « Tu n'as pas perdu de temps, on dirait. » Camille ne répondit pas. Elle connaissait ce ton. Elle l'avait déjà entendu ailleurs. Elle reprit sa marche droite, concentrée, mais à l'intérieur, une brèche s'était ouverte. Elle n'avait pas demandé à être mise en avant. Elle n'avait pas sollicité les compliments. Elle voulait juste faire son travail. Mais à présent, chaque mot d'Antoine devenait un poids. Chaque regard un soupçon, chaque sourire une source d'interprétation. Les jours suivants, elle sentit l'isolement se renforcer. Les échanges se faisaient brefs. On la mettait rarement en copie des discussions internes. Ses idées s'étaient souvent ignorées, sauf lorsqu'Antoine les relevait lui-même. Et cela, loin de l'aider, l'enfonçait davantage dans l'image d'une favorite. Un matin, en arrivant plus tôt que d'habitude, elle surprit une conversation dans le couloir. On sait tous pourquoi elle est là. Tu crois qu'il y a quelque chose entre eux? Si ce n'est pas encore le cas, ça ne saurait tarder. Camille fit demi-tour. Elle alla directement dans les toilettes, s'enferma dans une cabine, ferma les yeux. Elle aurait voulu hurler, ou pleurer, ou disparaître, mais elle ne fit rien. Elle resta là, droite, le cœur battant trop fort, les poings fermés. Elle n'avait rien demandé, rien provoqué. Et pourtant, la spirale l'engloutissait déjà. Le jour s'était levé sur un Paris encore moite, lourd, comme si la ville elle-même hésitait entre l'été et l'automne. Camille s'était réveillée avant même que le réveil ne sonne. Les yeux grands ouverts, elle regardait le plafond craquelé de sa chambre et se demandait si elle aurait la force de continuer à se battre contre des regards qui ne voyaient en elle qu'une intruse. Les derniers jours avaient été d'une lourdeur silencieuse, où chaque sourire était rare, chaque phrase pesée, chaque respiration dans l'open space teintée de tension. Elle n'était pas ignorée, elle était scrutée, disséquée, analysée. Sa présence dérangeait, son silence dérangeait, ses idées dérangeaient encore plus. Pourtant, elle continuait. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Alors qu'elle buvait son café, un téléphone vibra sur la table basse, cette vibration sourde qu'on reconnaît immédiatement. Elle regarda l'écran. Numéro inconnu. Une pointe d'appréhension traversa son ventre. Elle décrocha. « Bonjour, mademoiselle Lefebvre. Ici Antoine Delacroix. » Elle se redressa instinctivement. Il n'appelait jamais sur son téléphone personnel. Jamais. Jusqu'à ce jour. « Bonjour, monsieur Delacroix, » répondit-elle, tentant de garder une voix neutre. « Vous avez un instant? Je ne vais pas être long. » Bien sûr. Il y eut un silence presque imperceptible, comme s'il cherchait ses mots. « J'ai besoin de vous parler d'une proposition, quelque chose d'un peu différent. » Elle fronça les sourcils. « D'accord. Est-ce que vous pouvez passer à mon bureau ce matin vers 11 heures? Je serai là. » Il raccrocha. Elle regarda son reflet dans la vitre de la fenêtre. Ses cernes étaient visibles, mais son regard était clair, lucide. Elle s'habilla avec soin, mais sans exagération. Un chemisier bleu pâle, un pantalon noir, des chaussures sobres. Pas de parfum, pas de mise en scène. À 11 heures précises, elle entra dans le bureau d'Antoine. L'assistante ne lui demanda rien, se contenta de lui faire un signe. Camille poussa la porte. Il était là, debout, adossé à la baie vitrée. Il se retourna en l'entendant. « Merci d'être venu. » Elle hocha la tête. Il lui montra un siège. Elle s'assit. Il resta debout. « Camille, je vais être direct. Vous avez du talent. Je le savais dès l'instant où vous avez franchi cette porte, trempée, les yeux ouverts, sans masque. » Elle ne répondit rien. « Mais je sais aussi ce qui se dit. Je ne suis pas sourd. Je vois les regards, j'entends les murmures. Je déteste ces jeux, mais je ne suis pas naïf. » Elle sentit son cœur s'accélérer. Il continua.
Alors j'ai réfléchi. Vous êtes trop intelligente pour rester enfermée dans une ambiance toxique et trop précieuse pour être sacrifiée à cause d'un système qui vous rejette sans même vous connaître. Elle le regarda, le front légèrement plissé. « Que proposez-vous » Il s'assit enfin, posant ses mains à plat sur le bureau. « J'ai décidé de vous transférer. Pas un renvoi. Un repositionnement. Une antenne de la maison à Montreuil. Moins visible, moins politique, mais avec des projets concrets, du travail de fond, de l'autonomie, une sorte de sas, un espace pour respirer. » Elle resta silencieuse. Il poursuivit. « Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas un exil. C'est un espace pour vous reconstruire, pour montrer ce que vous valez, sans les bruits parasites. Et si vous refusez, je le comprendrai. Ce serait injuste, mais je comprendrai. » Elle inspira lentement. Tout en elle criait qu'elle ne voulait pas fuir, qu'elle ne voulait pas céder. Mais elle comprenait. Elle voyait le piège se refermer, lentement. Rester serait s'abîmer. Partir, c'était peut-être se sauver. « J'accepte, dit-elle après un long silence. Il hocha la tête. « Vous commencerez lundi, c'est plus petit, mais l'équipe est neuve, saine, motivée. Vous aurez carte blanche sur plusieurs projets. Je veux que vous me montriez ce que vous pouvez faire, loin du regard des autres. » Elle se leva. « Merci, monsieur Delacroix. » Il se leva aussi, la regarda dans les yeux. « Antoine. Appelez-moi Antoine, s'il vous plaît. » Elle hésita, puis hocha simplement la tête. La semaine suivante, Camille fit ses valises. Elle quitta le 19e arrondissement pour un petit studio à Montreuil. Modeste, mais à elle seule. Un endroit où elle pouvait respirer, marcher pieds nus, s'étendre sans gêne. Le bureau de l'antenne de la Croix était dans un ancien bâtiment industriel réhabilité, baigné de lumière, avec des murs de briques et de grandes plantes vertes. Elle rencontra l'équipe. 4 personnes, toutes jeunes, dynamiques, avec l'enthousiasme rare de ceux qui n'ont pas encore été abîmés par les luttes de pouvoir. Ils l'accueillirent avec curiosité, sans hostilité. On lui expliqua les projets en cours, on lui laissa la parole, on écouta ses idées, et Camille, pour la première fois depuis longtemps, se sentit à nouveau à sa place. Elle se plongea dans les manuscrits, relut, annota, proposa. Elle reprit contact avec des auteurs oubliés, envoya des propositions, suggéra des rééditions. Elle proposa une nouvelle ligne de romans courts, incisifs, pour lecteurs pressés. On l'écouta, on approuva. Elle lança une campagne de sensibilisation autour de la lecture inclusive. On la soutint. Les mois passèrent. Son nom commença à circuler à nouveau, mais cette fois avec respect. Non pas parce qu'elle avait été repêchée par le grand patron, mais parce qu'elle avait fait ses preuves. Dans le silence, loin du tumulte, elle avait transformé l'ombre en terrain fertile. Et pourtant, chaque semaine, elle recevait un mail. Un seul, sobre, de la part d'Antoine. Pas de formule longue, juste une question. « Comment vas-tu » Elle répondait parfois non. Mais elle les lisait tous, chaque fois. Et sans le vouloir, quelque chose s'installait, lentement, dans cet échange muet, espacé. Une reconnaissance, une forme d'attention. Mais pour l'instant, elle n'y pensait pas. Elle avait un manuscrit à terminer, un auteur prometteur à rappeler, un avenir à construire. Camille arriva au bureau ce matin-là avec la satisfaction discrète de celles qui savent avoir accompli un travail juste. 3 mois s'étaient écoulés depuis son transfert à l'antenne de Montreuil. 3 mois durant lesquels elle avait réussi, par son calme, sa rigueur et son œil littéraire acéré, à redonner à cette petite branche éditoriale un souffle nouveau. Les résultats commençaient à parler d'eux-mêmes. Les chiffres de vente des premières rééditions lancées sous sa supervision dépassaient les prévisions initiales. Les retours critiques étaient flatteurs. Elle avait constitué une équipe soudée autour d'une dynamique saine, et cela se ressentait dans chaque projet présenté. Ce lundi matin, elle avait été convoquée à une réunion stratégique au siège principal, dans les bureaux de la maison mère. Elle s'y rendit sans hâte, vêtue sobrement. Un trench beige sur les épaules, des documents soigneusement rangés dans sa sacoche en cuir. Ce n'était pas la première fois qu'elle retournait dans cet immeuble depuis son départ, mais chaque fois, l'air semblait plus dense entre ses murs. La salle de réunion était déjà occupée à moitié lorsqu'elle entra. Quelques collègues de la direction éditoriale l'avaient saluée poliment, d'autres à peine. Elle s'assit sans forcer le contact, feuilletant ses notes. L'ordre du jour portait sur la nouvelle ligne de publication prévue pour l'année à venir,
et Camille était invitée à présenter les premiers résultats de ses projets pilotes. Antoine entra peu après, le pas décidé, son éternel carnet noir à la main. Il balaya la salle d'un regard rapide avant de s'asseoir à son tour, visiblement pressé d'enchaîner les sujets. Après quelques échanges préliminaires entre les chefs de collection, il leva les yeux vers Camille. « Camille, pouvez-vous nous faire un point sur les performances des 2 collections lancées à Montreuil ?» Elle acquiesça. Sa voix était posée, précise. Elle expliqua les choix éditoriaux, les démarches de communication ciblées, les partenariats avec des librairies indépendantes, les retours presse. Les graphiques projetés parlèrent d'eux-mêmes. Croissance des ventes, augmentation du lectorat, visibilité accrue de la marque. Lorsqu'elle termina, un court silence s'installa, suivi de quelques hochements de tête. Mais c'est Antoine qui reprit la parole, sans détour. Je tiens à souligner ici que tout cela est dû à la vision de Camille. Son approche éditoriale a été non seulement pertinente, mais audacieuse. C'est exactement ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Le ton était neutre, presque protocolaire. Mais la phrase tomba dans la salle comme une goutte d'encre sur du papier blanc. L'atmosphère changea. Des regards s'échangèrent. Quelques dos se redressèrent. 1 ou 2 personnes notèrent quelque chose avec un empressement exagéré. Camille sentit immédiatement le poids du compliment. Elle répondit d'un simple merci, sans détourner le regard, mais une chaleur désagréable monta dans sa nuque. Elle savait ce que cela déclencherait. Ce n'était pas le fond du compliment qui dérangeait. C'était sa source, sa formulation, sa portée symbolique. D'autres projets, portés par des éditeurs bien établis, n'avaient pas reçu une telle mise en lumière. Et cette reconnaissance venue d'Antoine, en pleine réunion, brisait l'équilibre fragile qu'elle avait tenté de reconstruire depuis son départ. La réunion reprit, mais l'ambiance était différente. Les échanges devenaient plus hachés, les interventions plus froides. À la fin, en quittant la salle, Camille remarqua que certains visages qu'elle connaissait bien évitaient son regard. Elle rangea calmement ses affaires, se dirigea vers la sortie sans se presser. Dans l'ascenseur, elle se retrouva seule avec l'une des éditrices seniors, une femme à la voix tranchante qu'elle avait déjà croisée lors de sa première semaine. « Tu as toujours ce genre d'effet quand tu parles, ou c'est juste quand Antoine est dans la salle ?» lança-t-elle, mi-voix, mi-rire. Camille ne répondit pas. Le silence fut sa seule défense. Elle ne donnerait pas à cette remarque l'écho qu'elle cherchait. De retour à Montreuil, elle retrouva la sérénité de ses locaux. Mais elle sentait que la vague levée à Paris finirait par atteindre aussi cette rive. Et elle avait raison. Le lendemain, dans sa boîte mail, un message l'attendait, envoyé anonymement, sans signature. Un simple fichier attaché, une capture d'écran d'une conversation de groupe interne entre plusieurs employés du siège. On y lisait, en toutes lettres, « Delacroix l'a vraiment à la bonne. Elle pourrait proposer de publier un annuaire téléphonique et il trouverait ça brillant. » Suivi d'un autre commentaire, « On devrait l'appeler la muse éditoriale. » Camille referma son ordinateur. Son souffle était lent, contrôlé. Elle n'était pas en colère. Elle était fatiguée. Fatiguée d'avoir à prouver encore et toujours qu'elle n'était pas là à cause d'un privilège invisible. Elle savait qu'elle n'avait jamais cherché cette proximité avec Antoine. Elle avait simplement fait son travail. Mais dans cet univers, la perception l'emportait toujours sur la réalité. Elle se leva, fit quelques pas dans le couloir vitré du bâtiment. Le ciel était gris, l'air chargé. Elle ne pleura pas. Elle n'en avait plus la force, ni même l'envie. Mais elle ressentait cette tension monter, cette spirale qui menaçait encore une fois de la broyer. Tout allait bien, en apparence. Les chiffres étaient bons. Les projets avançaient. Mais à quel prix? Elle savait qu'une décision allait devoir être prise. Pas dans l'urgence, pas sur un coup de tête, mais bientôt. Car ce compliment, offert sans malice, avait allumé une mèche dans un baril déjà bien trop plein. Et Camille ne voulait pas voir tout ce qu'elle avait reconstruit partir en fumée. La tension avait cessé d'être un phénomène passager pour devenir une constante. Dans les bureaux de Montreuil, l'énergie avait changé. Ce qui avait été une atmosphère collaborative, équilibrée et centrée sur les idées, s'était peu à peu teinté d'une prudence invisible. Certains échanges se faisaient plus brefs, d'autres semblaient évités. Et même parmi ceux qui avaient autrefois accueilli Camille avec sincérité, un recul subtil s'opérait. Rien de frontal, jamais. Juste une sensation sourde, tenace, celle d'être devenu un sujet. Le compliment public d'Antoine Delacroix résonnait encore dans les esprits,
plus fort que n'importe quel éloge professionnel aurait dû le faire. La semaine suivante, lors d'un déjeuner informel avec une petite partie de son équipe, Camille tenta d'alléger l'ambiance, parlant de livres, d'expositions, de musique. Mais les réponses restaient superficielles. On laissait flotter ses phrases sans les saisir. Une collègue, Élise, détourna même ouvertement une question que Camille lui adressait, prétextant un appel urgent. Il n'y avait pas d'appel. Camille le savait. Elle voyait, entendait, ressentait tout. Son instinct ne la trahissait jamais dans ces cas-là. Puis il y eut cette scène, un jeudi en fin de journée. Camille quittait le bâtiment plus tard que d'habitude. Elle avait oublié un carnet dans la salle de réunion et était revenue discrètement. C'est en s'approchant du couloir principal qu'elle les entendit. 2 collègues accoudés à la machine à café. Il paraît qu'ils prennent des cafés ensemble, elle et lui, le patron, même en dehors du bureau. Elle nie tout, évidemment. Mais regarde où elle en est. Tu crois vraiment qu'on lui aurait donné autant de place aussi vite sans une relation en coulisses? On la voit comme une exception. En vérité, c'est juste une stratégie bien ficelée. Elle a compris comment se rendre indispensable. Camille s'arrêta net. Elle ferma les yeux, puis recula silencieusement, renonçant à son carnet. Elle sortit du bâtiment sans faire de bruit, traversa la rue et marcha sans but précis, les mains dans les poches. Elle avait connu le mépris déguisé, la condescendance polie, mais cette suspicion empoisonnée, sournoise, insidieuse, était d'une autre nature. Elle n'avait jamais rien laissé transparaître de ses échanges avec Antoine. Ils n'étaient ni fréquents, ni intimes. Elle répondait à ses mails professionnels. Elle ne prenait jamais d'appel hors des heures de travail. Les rares fois où ils s'étaient croisés dans des événements communs, elle avait maintenu une distance irréprochable. Mais les rumeurs n'ont pas besoin de vérité pour prospérer. Il leur suffit d'un climat propice, d'un terrain fertile, fait de frustrations silencieuses et de hiérarchies mal digérées. Et Camille devenait malgré elle le catalyseur de toutes ces tensions. Le vendredi suivant, à la fin d'une réunion éditoriale interne, alors qu'elle rangeait ses affaires, une voix l'interpella. Camille. Elle se retourna. Cécile, l'une des éditrices de Paris, se tenait là. Grande, cheveux courts, regard dur. « Tu as un moment ?» Camille hocha la tête. Elles s'éloignèrent dans un couloir, loin des autres. « Je vais être directe, » dit Cécile. « Tu sais ce qu'on dit sur toi, n'est-ce pas ?» Camille resta immobile. « Je sais qu'il y a des rumeurs. Ce ne sont pas que des rumeurs. Les gens en sont convaincus. Tu ne peux pas ignorer ça. Ce que les gens croient ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est mon travail. » Cécile haussa les sourcils. « Tu crois vraiment que ça suffit? Les gens ne regardent plus ton travail. Ils voient juste ton lien avec lui. Tu pourrais sortir un chef-d'œuvre qu'ils y verraient encore sa main. Et toi, tu y vois quoi ?» répondit Camille, le ton calme. Cécile la fixa quelques secondes. « Honnêtement, je ne sais pas. Et c'est bien ça le problème. » Elle s'éloigna sans ajouter un mot. Camille resta seule dans le couloir. Elle aurait pu se mettre en colère, défendre son intégrité, clamer son innocence. Mais à quoi bon? Plus elle parlerait, plus elle alimenterait la machine. Le silence, parfois, était la seule arme. Mais ce silence n'éteignait rien. Il alourdissait. Les jours suivants, les signaux devinrent plus clairs. Des projets dans lesquels elle était impliquée furent transférés à d'autres. On ne la consultait plus sur certains choix éditoriaux. Une réunion cruciale fut organisée sans qu'elle soit conviée. Lorsqu'elle demanda des explications à son supérieur direct, un homme jusque-là cordial, il haussa les épaules. « Je croyais que vous étiez déjà surchargé avec vos responsabilités à Montreuil. On a voulu alléger un peu. » Elle comprit. On l'écartait, lentement, stratégiquement, sans jamais l'accuser de rien, mais en sapant peu à peu son influence. Et pendant ce temps, Antoine, lui, continuait d'envoyer ses messages brefs, toujours les mêmes, toujours espacés. « Comment vas-tu » Camille ne répondait plus. Pas par indifférence, par prudence. Elle ne voulait rien ajouter à l'incendie. Elle savait qu'un mot de trop, même bien intentionné, pouvait tout empirer. Mais un après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle le croisa par hasard dans le hall du siège. Il était au téléphone, mais dès qu'il la vit, il mit fin à sa conversation. « Camille, tu es de passage ?» Elle acquiesça. « Je venais remettre des documents. » Il la regarda attentivement. « Tu vas bien ?» Elle hésita. « Est-ce que tu sais ce que ta présence fait autour de moi ?» demanda-t-elle doucement. Il sembla surpris. « Je vois bien que tu es tendu, mais... » « Non, ce n'est pas de la tension, c'est un poison. Il me regarde comme une anomalie.
comme une menace, comme une favorite. Il baissa les yeux un bref instant. « Je n'ai jamais voulu ça. Je sais, mais ce n'est pas ce que tu veux qui compte, c'est ce qu'il voit. Et en ce moment, il ne voit plus mon travail. » Antoine inspira profondément. « On ne peut pas les empêcher de penser, mais je peux t'aider à traverser ça. Tu ne peux pas, parce que ton aide est devenue mon fardeau. » Elle tourna les talons sans attendre de réponse, et pour la première fois, elle sentit qu'une rupture s'installait, pas encore visible, mais en marche. Le lundi suivant, Camille arriva au bureau plus tôt que d'habitude. La lumière du jour perçait à peine entre les nuages bas, et le silence des lieux accentuait l'impression d'isolement qui s'était installée en elle depuis plusieurs semaines. Elle déposa son sac, alluma son ordinateur, puis resta assise, immobile, les mains posées à plat sur le bureau. Elle savait ce qu'elle allait faire, mais elle n'avait pas encore décidé de quelle manière le formuler. Elle voulait rester digne, professionnelle, claire. Elle n'allait ni supplier ni accuser. Elle voulait simplement se préserver. À 9h30, elle rédigea un message, une demande de rendez-vous formelle adressée à Antoine Delacroix. Pas de fioritures. Juste quelques lignes, une volonté de discuter de sa position actuelle dans la maison et de ses perspectives à court terme. Elle envoya le message et reprit son travail comme si de rien n'était. 2 heures plus tard, la réponse arriva, brève mais courtoise. Il la recevrait à 17h dans son bureau au siège. Elle s'y rendit sans empressement, habillée simplement, le visage neutre. Elle ne ressentait ni colère ni peur, seulement la nécessité d'agir. L'assistante d'Antoine la salua poliment, puis l'invita à entrer. Il se leva dès qu'elle franchit la porte. « Camille, entre. Assieds-toi, je t'en prie. » Elle s'installa, croisa les jambes, le regard fixé sur lui. Antoine sembla attendre qu'elle prenne la parole, mais elle ne dit rien tout de suite. Il fronça légèrement les sourcils. « Tu voulais me parler ?»« Oui, » dit-elle calmement. « Je crois qu'il est temps de m'éloigner. » Il resta silencieux quelques secondes, visiblement pris de court. « M'éloigner de quoi ? De cette position, de Montreuil, de la structure actuelle. Je crois que mon intégration ici ne fonctionne plus. Je suis devenu un problème que je ne peux pas résoudre, parce que je n'en suis pas l'origine. » Il se redressa légèrement. « Tu veux dire que tu veux partir ? » ?»« Non, pas forcément. Je veux changer de contexte, sortir du champ de perception dans lequel je suis enfermé. On ne regarde plus ce que je fais. On m'évalue uniquement par rapport à toi. Et ce n'est pas viable. » Antoine passa une main sur son front. Il semblait réfléchir, peser ses mots. « Tu n'as jamais été pour moi qu'une professionnelle compétente. Je n'ai jamais agi dans ton dos, jamais tenté d'imposer quoi que ce soit à ton sujet. Je le sais, Antoine, mais les faits sont là. Je suis entré ici par une porte différente, et même si mes résultats parlent d'eux-mêmes, les gens ne veulent pas entendre ces résultats. Ils préfèrent la version facile, celle de l'ascension protégée. Et chaque mot que tu prononces à mon sujet ne fait qu'alimenter cette image. » Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, tourna le dos à la pièce. Camille observa sa silhouette, droite, presque rigide. « Que proposes-tu ? » ?»« Un changement de structure, une antenne plus éloignée, une équipe totalement nouvelle, un poste qui ne dépende pas directement de toi. Je ne veux pas fuir, Antoine. Je veux continuer à travailler. » Mais loin des regards déformés, il se retourna vers elle. Son visage était grave. « J'entends ce que tu dis, et je le respecte. Je vais réfléchir à une solution. Donne-moi quelques jours. » Elle hocha la tête. « Merci. » Elle se leva, s'apprêta à partir, mais il la retint. « Camille, tu es une des personnes les plus talentueuses que j'ai rencontrées ici. Si je pouvais faire taire les bruits autour de toi, je le ferais. Mais tu as raison. Certains regards ne changent jamais. » Elle répondit sans détourner les yeux. « Alors je préfère ne plus être sous ces regards. » La semaine suivante, un arrangement fut proposé. Camille serait détachée sur un projet spécifique à Nantes, dans une petite structure récemment intégrée au groupe Delacroix. Elle y aurait la direction d'un programme de publication régional, avec liberté éditoriale et autonomie logistique. Le poste n'était ni une promotion, ni une rétrogradation. C'était une bifurcation. Une manière de reprendre son souffle. Elle accepta sans hésiter. En moins de 15 jours, elle était installée dans un appartement modeste mais charmant, à proximité de l'Erdre, dans un quartier calme. Le bureau, situé dans une ancienne imprimerie reconvertie, était loin de l'agitation parisienne. Là, personne ne la connaissait. Aucun murmure,
Aucun regard en coin, juste une nouvelle équipe, curieuse, ouverte, prête à construire quelque chose de différent. Camille s'investit immédiatement. Elle rencontra des auteurs locaux, visita des bibliothèques de quartier, collabora avec des illustrateurs, lança un appel à texte dans les écoles. Chaque projet avait du sens, une portée humaine. Les livres qu'elle aidait à naître parlèrent du territoire, des mémoires individuelles, de la langue en transformation. Elle retrouvait le plaisir brut de l'éditrice qu'elle avait toujours été, avant les malentendus, les projections, les jugements. Les mois passèrent. Son nom commença à apparaître à nouveau dans des articles spécialisés. On saluait son travail à Nantes comme novateur, engagé, subtil. Aucun lien n'était fait avec Paris. Le nom de Delacroix n'apparaissait qu'en note de bas de page, presque anecdotique. Et pourtant, une fois par mois, elle recevait une lettre, une enveloppe manuscrite, sobre, sans expéditeur visible. À l'intérieur, une feuille pliée en deux, parfois un mot, parfois une phrase. La première fois, « Je suis fier de ce que tu accomplis ». La deuxième, « Ton silence parle plus que toutes les réponses ». La troisième, « Tu es exactement là où tu devais être ». Camille ne répondit jamais, mais elle gardait chaque mot, chaque enveloppe, dans une boîte au fond de son armoire. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait repris le contrôle de son propre récit. Et même si le chemin avait été rude, elle avançait désormais en ligne claire, sans détour, sans ombre. Le début de l'été à Nantes fut marqué par une activité éditoriale intense. Camille enchaînait les réunions, les lectures, les échanges avec les imprimeurs et les partenaires locaux. Le programme qu'elle avait structuré autour des voies régionales rencontrait un succès inattendu. Des librairies indépendantes sollicitaient des signatures, des écoles demandaient des interventions d'auteurs, et même certains médias nationaux commençaient à remarquer le mouvement discret initié depuis cette antenne. Camille ne cherchait pas la reconnaissance. Elle voulait simplement que le travail ait un écho réel, tangible, et c'était ce qui commençait à se produire. Chaque décision, chaque choix éditorial portait sa signature, mais aussi celle d'une équipe construite dans la confiance et la clarté. Ce fut dans ce contexte d'effervescence tranquille que l'appel survint. Elle était en pleine réunion avec deux autrices lorsqu'un message de l'assistante personnelle d'Antoine Delacroix s'afficha sur son téléphone. « Appel urgent à convenir avec Monsieur Delacroix. Merci de rappeler des disponibilités. » Elle attendit la fin de la réunion, s'excusa, puis composa le numéro. « Camille, dit Antoine dès qu'elle décrocha, sa voix directe comme à son habitude. « Je vais aller droit au but. Je viens de valider ta promotion. » Elle se figea. « Promotion ? À compter du 1er septembre, tu seras officiellement nommée coordinatrice des projets éditoriaux pour l'ensemble du réseau Delacroix. Ton poste à Nantes est maintenu, mais tu auras autorité sur les projets spéciaux dans toutes les antennes. Tu as carte blanche pour proposer des initiatives transversales, lancer des résidences, créer des ponts entre les territoires. » Camille garda le silence quelques secondes. Ce n'était pas prévu. Je sais, mais c'est mérité et nécessaire. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle connaissait les risques. Elle les avait déjà vécus. Antoine, tu sais ce que cela va déclencher. Oui, et je m'en fiche. Tu n'as plus rien à prouver. Et cette maison a besoin de ta vision. Que cela plaise ou non. Elle inspira profondément. Très bien, je prends note. L'annonce officielle fut faite par mail, 3 jours plus tard. Un communiqué interne signé d'Antoine Delacroix lui-même, exposant les raisons de cette nomination. Il y louait sa rigueur, sa capacité à redonner du sens au travail éditorial local, sa compréhension des enjeux culturels contemporains. Aucune allusion à leur passé commun dans l'entreprise, aucun mot personnel. Tout était professionnel, froidement rédigé. Mais le mal était fait. Les réactions ne tardèrent pas. À Paris, les équipes furent prises de court. Certains envoyèrent des mails laconiques de félicitations. D'autres, rien du tout. Une rumeur circula aussitôt. Cette décision n'avait pas été soumise au comité de direction. Delacroix l'avait imposée une fois de plus, seule, hors cadre. Camille, elle, resta silencieuse. Elle répondit poliment au message, sans chercher à s'expliquer. Elle continua son travail. Mais très vite, les signaux familiers réapparurent. À Nantes d'abord, où certains collaborateurs, pourtant loyaux, semblèrent soudainement plus distants.
puis dans les échanges entre les différentes antennes, retard dans les réponses, dossiers bloqués, demandes redondantes. Une forme passive d'opposition subtile mais bien réelle. Un après-midi, elle reçut un appel de l'un des coordinateurs de l'île avec qui elle avait toujours entretenu de bons rapports. « Camille, je te dis ça entre nous. Certains ne vont pas coopérer. Ils pensent que tu as pris ce poste parce que tu es la protégée. » Encore, elle resta silencieuse. « Je te connais. Je sais que tu le mérites. Mais les autres, ils ne voient que de la croix. Et ils ne pardonnent pas qu'il t'ait remise en haut de l'échiquier sans les consulter. » Elle le remercia pour sa franchise, raccrocha, puis resta de longues minutes face à son écran sans bouger. Tout recommençait, exactement comme à Paris. Les soupçons, les murmures, les stratégies d'évitement. Elle se sentait revenue au point de départ à la différence près que cette fois, elle avait l'expérience et l'épuisement. Le soir même, elle rentra chez elle et commença à écrire sa lettre de démission. Elle ne la finalisa pas, mais les mots prenaient forme. Elle savait qu'ils viendraient, tôt ou tard. Elle ne voulait pas partir dans l'ombre, comme une fuite. Elle voulait quitter debout, droite, comme elle était arrivée. Mais cette promotion, même justifiée, était devenue une cage dorée. Quelques jours plus tard, elle fut invitée à une table ronde organisée par une revue littéraire indépendante. Le thème portait sur les nouveaux visages de l'édition française. Lors de la session de questions-réponses, une intervenante, ancienne éditrice parisienne, lança froidement « Camille Lefebvre, que répondez-vous à ceux qui disent que votre carrière doit plus à votre proximité avec Antoine Delacroix qu'à votre mérite ?» Un silence pesant s'installa. Camille regarda la femme sans ciller. « Je leur réponds que si cela avait été vrai, je n'aurais pas eu besoin de recommencer 3 fois ma carrière depuis le début. Je leur réponds que mes résultats sont publics, que mes projets sont accessibles, que mes décisions sont documentées. Et je leur réponds surtout que mon intégrité n'est pas à vendre, pas même contre une promotion. » La salle applaudit, poliment, mais l'écho de cette question continua de résonner en elle. Le poison était toujours là, même dans les espaces extérieurs. Camille retourna à Nantes le cœur lourd. Elle s'isola volontairement quelques jours, prétextant un besoin de repos. Elle n'en parla à personne. Mais au fond d'elle, une certitude se formait. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Cette promotion, malgré tout ce qu'elle représentait, l'éloignait de ce qu'elle était venue chercher en s'engageant dans l'édition, du sens, de la liberté, de la création. Et pour la première fois, elle se demanda si sa place était vraiment encore là. Le vent de septembre soufflait fort ce matin-là à Nantes, secouant les arbres au bord de l'Erdre et soulevant par à-coups les rideaux du petit bureau de Camille. Elle était arrivée plus tôt que d'habitude, non pas pour avancer sur un projet urgent, mais pour entamer ce qu'elle avait repoussé pendant des semaines. Sur son écran, la lettre de démission n'attendait plus qu'un clic pour être envoyée. Elle l'avait relue à maintes reprises, modifiée, simplifiée, puis reformulée. Elle n'y exprimait ni colère ni rancune, seulement une lassitude sèche et une volonté de partir avant de s'éteindre complètement dans ce qu'elle aimait faire. Elle n'avait parlé à personne de sa décision, pas même à ses collaborateurs les plus proches. Ce départ devait être à son image, discret, assumé, sans scène ni explication inutile. Alors qu'elle s'apprêtait à finaliser l'envoi, un mail anodin attira son attention. Le service des archives internes annonçait le transfert de documents papier entre les antennes locales et le siège parisien. On lui demandait de vérifier les cartons de son bureau pour s'assurer qu'aucun document personnel ou confidentiel n'y figurait avant l'envoi prévu en fin de semaine. Ce type de message n'aurait jamais dû provoquer chez elle autre chose qu'un haussement d'épaules. Mais ce jour-là, elle y vit l'occasion d'occuper ses mains, de retarder de quelques heures la décision irréversible qu'elle s'apprêtait à prendre. Elle descendit donc à la réserve, une pièce étroite, remplie de dossiers empilés sur des étagères poussiéreuses. L'humidité de l'été y avait laissé son empreinte, odeur de papier ancien, relents d'encre sèche, traces d'humidité sur les coins des boîtes en carton. Elle reconnut ses propres classeurs, étiquetés avec soin dès son arrivée à Nantes. À côté, un petit carton non identifié attira son attention. Il était ouvert et à l'intérieur, quelques documents mélangés sans logique apparente. Elle commença à les trier, jetant les doubles, mettant de côté les rapports officiels. C'est alors qu'elle trouva l'enveloppe. Blanche, sans adresse ni logo, juste son nom écrit à la main sur le devant, Camille Lefebvre. Elle hésita, la prit entre ses doigts, puis l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre pliée en deux.
Du papier à en-tête de la croix, mais sans date. L'écriture était familière, soignée, reconnaissable. Elle lut. Camille, il y a des choses que je n'ai pas eu le courage de dire quand il le fallait. Des choses que je t'ai laissé deviner, espérant que ton intelligence comblerait mes silences. Je ne sais pas quand tu liras cette lettre. Peut-être jamais. Peut-être trop tard. Mais il fallait qu'elle existe. Le jour où tu es entrée dans mon bureau, trempée, silencieuse, un peu fière et beaucoup brisée, quelque chose a bougé en moi. Pas une émotion superficielle, pas un désir passager, quelque chose de plus ancien, plus profond. Tu m'as rappelé ce que c'était de croire encore aux mots, de risquer quelque chose pour une idée, de se jeter dans l'incertitude en espérant qu'il y ait de la terre sous les pieds. Tu n'étais pas parfaite, et c'est ce qui t'a rendue inoubliable. Dans un monde où tout est lissé, calculé, conforme, tu as fait irruption sans costume, sans défense. Et tu as parlé de livres, pas pour impressionner, mais parce qu'ils te sauvaient encore. J'aurais voulu te le dire, mais j'étais ton supérieur, et je n'ai pas su faire la part des choses. Alors j'ai choisi de me taire, de faire en sorte que ce soit ton travail qui parle pour toi. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais plus très bien ce qui est juste, ce qui est trahi. Mais je sais que tu m'as rappelé ce que c'est d'être vivant, et pour cela je te serai toujours reconnaissant. Antoine Camille relut la lettre 2 fois. Chaque mot semblait plus chargé que le précédent, non pas d'un romantisme naïf, mais d'une honnêteté brute, presque maladroite. Elle comprenait maintenant certains silences, certaines hésitations, certains regards prolongés. Cette lettre n'était pas une déclaration, c'était une reconnaissance, une forme de dévoilement tardif, mais sincère. Elle resta assise longtemps dans la réserve, la lettre sur les genoux. Le clic de la démission attendait toujours sur son écran, mais quelque chose en elle avait basculé. Non pas une réconciliation avec l'entreprise, ni une justification de tout ce qu'elle avait enduré, mais un fil ténu tendu entre deux êtres qui avaient résisté au temps, au non-dit, au malentendu. Elle n'avait pas été simplement projetée dans une trajectoire qui n'était pas la sienne. Elle avait été quelque part à l'origine d'un mouvement intérieur chez un homme qui, malgré le pouvoir et la posture, était resté profondément humain. Elle plia la lettre, la remit dans son enveloppe, la glissa dans la poche intérieure de son manteau. Puis, elle remonta à son bureau. Sur son écran, la fenêtre du courriel attendait. Elle la ferma sans enregistrer. Elle savait que ce n'était pas encore le moment. Pas parce que la lettre avait tout effacé, mais parce qu'elle voulait prendre le temps de comprendre ce que cela avait changé en elle. Pendant les jours qui suivirent, elle continua à travailler, mais autrement. Elle ne faisait plus les choses par devoir. Elle les faisait pour les tester, les éprouver, voir si quelque chose en elle pouvait encore vibrer à leur contact. Elle parlait moins, mais observait davantage. Elle retrouvait peu à peu une forme d'élan, un désir d'exister dans ce qu'elle créait. Non plus pour répondre aux attentes, ni pour prouver quoi que ce soit, mais simplement pour rester fidèle à l'exigence qu'elle portait en elle depuis toujours. Elle n'écrivit pas à Antoine. Elle ne fit aucune allusion à la lettre. Elle garda ce moment pour elle, comme on garde une lumière fragile dans une pièce obscure. Ce n'était pas un pardon, ni une promesse, juste un équilibre retrouvé. Fragile, certes, mais réel. Le vent d'octobre s'était levé sur Nantes avec une brutalité inattendue. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues étroites, les fenêtres claquaient sous les rafales, et dans le cœur de Camille, une tempête semblable grondait, silencieuse. Depuis la découverte de la lettre, elle n'était plus la même. Non pas bouleversée, mais déplacée, comme si quelque chose avait été déplacé en elle, sans qu'elle ait eu le choix. Elle travaillait toujours avec la même précision, la même exigence, mais désormais, ses gestes étaient habités d'une tension nouvelle. Un besoin de vérité, non pas de compréhension, elle ne la cherchait plus, mais de clarté. Elle ne voulait pas porter en silence le poids d'un récit qui ne lui appartenait pas entièrement. Elle savait que cela devait arriver, et que le seul lieu possible pour cet échange était Paris. Elle appela l'assistante d'Antoine un jeudi après-midi, demanda un rendez-vous sans préciser le sujet. L'assistante, étonnée, lui proposa le lendemain en fin de journée. Camille accepta. Elle prit le train au matin, seule, sans prévenir personne. Arrivée dans la capitale, elle ne contacta ni collègues ni amis. Elle marcha lentement jusqu'au siège de Delacroix, traversant les rues qu'elle connaissait trop bien, où chaque façade lui rappelait ses débuts maladroits, ses espoirs, ses humiliations. Lorsqu'elle arriva à l'accueil, on l'attendait.
On lui remit un badge sans un mot. Elle monta au dernier étage. L'assistante l'introduisit aussitôt. Antoine était là, debout près de la baie vitrée. Il se retourna en l'entendant entrer. Elle ferma la porte derrière elle. « Camille, dit-il simplement. « Je n'ai pas beaucoup de temps, répondit-elle en s'asseyant. Il hocha la tête, contourna son bureau et prit place face à elle. Il ne chercha pas à meubler le silence. Il la regarda. Elle le regarda. Puis elle parla. « J'ai trouvé ta lettre, par hasard, dans un carton oublié. » Il cligna des yeux, surpris, mais il ne nia pas. « Je ne savais pas qu'elle avait été conservée. Elle l'a été, et je l'ai lue, 3 fois. » Un silence. Il attendait, tendu. « Je ne viens pas ici pour parler de sentiments, ni pour analyser ce qui aurait pu être. Je viens parce que cette lettre, qu'elle ait été lue ou non, que tu l'aies écrite avec sincérité ou pas, elle a modifié quelque chose en moi. Je l'ai écrite avec sincérité, dit-il. Elle hocha la tête, acceptant la réponse. Alors écoute bien. Pendant des mois, j'ai porté ce regard des autres sur moi comme un manteau trop lourd. Je me suis battu pour qu'on ne m'associe pas à toi, pour qu'on me voie pour ce que je fais, ce que je suis, et non pas comme celle que tu as choisie. Je n'ai jamais voulu que tu sois vu ainsi. Je sais, mais c'est ce qui s'est passé. Et cette promotion, Antoine, même si elle était méritée, même si je l'ai honorée chaque jour, elle est devenue une preuve contre moi dans l'esprit de ceux qui avaient besoin d'un coupable. Et je suis fatigué d'être celle sur qui les soupçons retombent. » Il ne répondit pas tout de suite. Il se leva, fit quelques pas, les mains croisées dans le dos. « Tu crois que je ne vois pas ce que ça t'a coûté? Tu crois que je n'ai pas compris que chaque décision que je prenais en ta faveur te rapprochait un peu plus du bord? J'ai essayé de t'aider sans t'écraser, mais j'ai échoué. Tu n'as pas échoué. Tu as agi comme tu pensais devoir le faire. Mais tu ne peux pas être celui qui décide pour moi ce que je dois endurer. » Elle se leva à son tour. « Je viens ici aujourd'hui parce que j'ai besoin d'une chose que tu n'as jamais vraiment formulée. Une reconnaissance de ma souffrance. Pas de mes compétences, pas de mon potentiel, de ce que j'ai dû taire, encaisser, supporter, pour rester droite, pour rester digne. » Antoine s'approcha lentement. Il était pâle. Il ne jouait pas. Il était touché. Mais il garda la maîtrise. « Je te reconnais, Camille. Pas seulement pour ton talent, mais pour ce que tu es. Une femme qui n'a jamais utilisé l'admiration d'un homme pour avancer. Tu n'as jamais rien demandé. Tu as mérité chaque responsabilité. Et si je t'ai blessé en te protégeant mal, alors je m'en excuse. Sincèrement. » Elle inspira profondément. Elle sentait ses mains trembler légèrement. Mais elle ne détourna pas les yeux. « Tu m'as mise sur un piédestal sans m'en avertir, et j'ai dû en descendre seul face à tous ceux qui attendaient que je tombe. Ce n'est pas juste, mais ce n'est pas irréversible. » Il s'approcha d'elle doucement. « Dis-moi ce que tu veux maintenant. Je veux choisir, pour une fois, choisir sans pression, sans gratitude obligée, sans dette. Et que choisis-tu » Elle le regarda longuement. Son regard était calme, sans colère, mais ferme. « Je choisis de partir, mais pas en fuyant, pas en me brisant. Je pars parce que je veux me reconstruire ailleurs, loin de ce nom, loin de ton ombre, loin de cette admiration trouble qui m'a protégé et exposé à la fois. » Il ne tenta pas de la retenir. Il acquiesça lentement. « Tu es libre, tu l'as toujours été, mais maintenant, tu l'es totalement. » Elle hocha la tête, se retourna, se dirigea vers la porte. « Camille ?» Elle se retourna. « Si un jour tu veux revenir, pour n'importe quelle raison, sache que la porte ne sera jamais fermée. » Elle le fixa une dernière fois. « Je ne reviens jamais là où j'ai été réduite à autre chose que moi-même. » Et elle sortit. Dans l'ascenseur, elle sentit ses jambes fléchir légèrement. Mais elle se redressa. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Et parfois, cela suffisait pour commencer à guérir. Camille était rentrée à Nantes le soir même, les traits tirés, mais l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Elle avait quitté le bureau d'Antoine sans haine, sans regret, et surtout sans cette impression de lui devoir quelque chose. Le poids du non-dit avait enfin été déposé entre eux, et dans cette dépossession, elle avait trouvé une forme de soulagement. Mais il restait une dernière étape, formaliser son départ. Et cette fois, il n'y aurait pas d'hésitation. Dès le lendemain, elle annonça à son équipe son intention de quitter le groupe de la Croix. Elle ne donna pas de détails, pas de discours grandiloquents, seulement la vérité nue. Elle voulait suivre un autre chemin,
construire un espace où elle ne serait ni protégée ni attaquée, seulement responsable de ses propres choix. Les réactions furent variées. Certains furent sincèrement peinés, d'autres surpris, quelques-uns soulagés. Mais Camille n'attendait plus rien des regards extérieurs. Son équilibre désormais venait d'elle seule. Le processus de départ fut rapide. Delacroix proposa de faciliter la transition, de verser une prime exceptionnelle pour l'accompagner dans cette réorientation. Elle refusa poliment les gestes qui lui paraissaient teintés d'un soupçon de réparation. Elle partit avec ce qu'elle avait construit, ses idées, son nom, son éthique de travail. Rien de plus. Elle s'installa à Bordeaux dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble du quartier Saint-Michel, avec vue sur les toits, les clochers et les terrasses pleines de rires les soirs de fin de semaine. La ville, plus douce, plus lente, lui offrait un rythme qui convenait à sa reconstruction. Elle prit d'abord quelques semaines pour respirer, marcher, lire, observer, écrire. Elle retrouva des réflexes qu'elle croyait perdus. Annoter les marges d'un livre, découper des articles, griffonner des débuts d'idées de projets. Et bientôt, elle recommença à rêver. Ce fut au détour d'un café littéraire, dans une librairie indépendante du centre-ville, qu'elle rencontra Samuel, un ancien éditeur reconverti dans la formation d'auteurs débutants. Ils discutèrent longuement après une table ronde. Elle évoqua son parcours, sans phare, sans mythe. Lui parla d'une petite maison d'édition locale qui cherchait à se réinventer. Le lien se fit naturellement. En quelques semaines, elle devint consultante, puis associée. On lui proposa une liberté éditoriale presque totale. Elle accepta. Camille relança la ligne de fiction contemporaine. Elle restructura le catalogue, signa avec 2 auteurs prometteurs, relança un ancien roman oublié qui fit l'objet d'une redécouverte médiatique inattendue. Les librairies bordelaises, puis parisiennes, puis lyonnaises, commencèrent à parler d'elle à nouveau. Mais cette fois, sans le nom de Delacroix pour lui coller au talon. 6 mois après son installation, l'un des romans qu'elle avait porté de bout en bout, une œuvre poignante sur l'exil, écrite par une jeune autrice d'origine kurde, fut sélectionné pour un grand prix littéraire. L'écho fut immédiat. Les ventes explosèrent, les invitations pleuvèrent. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille se sentit à sa place dans le bruit. Un soir, seule dans son salon, elle tomba par hasard sur un article en ligne. Une tribune signée d'un critique reconnu, titrée simplement « L'éditeur de l'année, une femme qui s'est libérée de son ombre ». Elle lut l'article jusqu'au bout. Il n'y était fait aucune mention d'Antoine, aucune allusion à Delacroix, rien que son nom, son travail, sa trajectoire. Elle referma l'ordinateur sans sourire, mais avec la certitude intérieure d'avoir franchi un seuil invisible. Dans les semaines qui suivirent, elle reçut 2 lettres, l'une d'un ancien collègue de Paris, qui s'excusait pour les jugements hâtifs, l'autre, plus sobre, signée simplement « AD », où l'on lisait « Je t'avais dit que tu étais libre, tu viens de prouver que tu l'étais vraiment ». Elle ne répondit à aucune des 2, elle n'avait plus besoin de validation. Son choix, si douloureux fut-il, avait été le bon. Elle avait quitté une position de pouvoir pour retrouver un pouvoir sur sa propre vie, et c'était la seule ascension qui comptait désormais. Au printemps suivant, Bordeaux s'était paré des couleurs tendres du renouveau. Les jacarandas fleurissaient, les quais s'animaient, les cafés étaient pleins, les rires flottaient dans l'air doux. Camille se mouvait désormais avec une assurance apaisée, l'esprit tourné vers l'avenir qu'elle façonnait avec minutie. Sa maison d'édition, modeste mais vibrante, avait trouvé sa voie sous son regard clair. Elle avait réuni une équipe étroite, complice, animée par l'envie de faire exister des voix qui ne trouvaient pas toujours leur place ailleurs. Elle avait trouvé ses repères. Cette année-là, elle avait accepté l'invitation d'un festival littéraire à Paris, simplement pour y parler de l'exil, des migrations, de la mémoire. Pas pour y évoquer son parcours personnel, encore moins pour retrouver ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle réservait son voyage, réfléchie, discrète, déterminée à rester fidèle à l'équilibre qu'elle avait reconquis. Le jour de sa venue, elle fit sa présentation devant une salle attentive. Les sujets abordés étaient ceux, essentiels, qui l'avaient conduite à cette gradation nouvelle. L'importance du récit, la beauté des minoritaires, le respect des contrastes. Elle parla sans nommer son propre chemin. Et quand arriva le moment de quitter la scène, elle s'engagea dans la foule qui se pressait vers elle, applaudissant avec sincérité. C'est à ce moment-là qu'elle le vit. Il était là,
Dans l'assistance, silencieux, immobile, Antoine Delacroix. Il se tenait là, un peu en retrait, la main posée sur une pile de livres d'un auteur qu'elle avait défendu. Aucun signe ne précéda leur regard. Pas d'élan dramatique, pas de mélodrame intérieur. Juste un face-à-face entre deux personnes qui avaient, chacune de son côté, reconstruit le récit à partir de leur propre vérité. Elle sortit de la salle, direction hall déserté, où flottait cette lumière douce des coulisses. Elle marche, les mains croisées devant elle, l'esprit fluide. Il la suit quelques pas derrière, sans précipitation. Camille. Il la nomma sans ironie. Elle ne se retourne pas immédiatement. Elle sent le poids de son regard sans le voir. Elle stoppe. Il reprend doucement, sans surenchère. « Tu étais brillante. » Elle se tourne alors. Le regard posé, serein. « Merci. Ça signifie quelque chose, venant de toi. » Il prend une pause. Pas d'excuses en cascade, pas d'attente. Juste une phrase mesurée. « J'avais envie de te voir. » Pas dans un bureau, pas dans un conflit. Ici, dans ce moment. Elle l'entend sans dissonance. Elle ne lit pas de revanche dans ses yeux. Juste une reconnaissance sans hauteur. Elle ne dit rien tout de suite. Elle l'observe, puis murmure « Je t'ai vu aussi. Tu vas bien ?»« Je vais bien. » Plus que je ne pouvais l'espérer. Un silence s'installe, fluide. Le festival bruisse autour d'eux, mais ils ne l'entendent pas. « Je suis venu parce que je redoute. Je ne voulais pas que nous soyons encore prisonniers de ce que nous avons été. »« Nous ne le sommes plus, » répond-elle d'une voix calme. « Pas si nous ne voulons plus l'être. » Il hoche la tête sans insistance. Elle sourit, et ce sourire suffit à clore des années d'incompréhension et de non-dit. « Tu crois qu'il y a encore une place pour nous deux, hors de tout ce qui a été ?» Elle lève les yeux, l'attente légère. « Pourquoi pas, dit-elle. Mais seulement si on commence par se voir autrement, à égalité, sans filtre. » Il esquisse un sourire sincère. « Alors commençons ainsi. Deux personnes, deux histoires séparées, qui se croisent de nouveau. Non par besoin, mais par choix. » Elle acquiesce, la gorge douce. Ils se serrent la main. Pas de promesse, pas d'attachement immédiat. Juste une ouverture. Celle qui surgit quand on laisse tomber les masques, les attentes, les récits imposés. Ils sortent ensemble côte à côte dans les rues illuminées. L'air est tendre, revimé, et même inoubliable par sa simplicité. Et dans ce silence complice, plein de ce qu'ils avaient été et de ce qu'ils pouvaient encore inventer, l'histoire bascule, non vers une fin idyllique, mais vers un champ ouvert, d'espoir, d'écoute, d'égale liberté. Le matin où Camille reçut le courriel, elle était en train de corriger les épreuves finales d'un recueil de nouvelles qu'elle allait publier dans 2 semaines. La fenêtre de son bureau était ouverte, laissant entrer l'air frais du printemps, et une tasse de café refroidissait lentement à sa droite. Elle ne s'attendait à rien d'inhabituel. Les journées, désormais, suivaient une cadence maîtrisée, calme, rythmée par les manuscrits, les échanges avec les auteurs, les réunions avec les libraires, et ce plaisir constant de construire quelque chose à partir d'une vision propre. Elle avait atteint une stabilité rare dans le monde de l'édition, faite de respect, d'autonomie et d'une reconnaissance discrète mais bien réelle. Le message venait d'un nom qu'elle connaissait trop bien. Il n'était pas signé par Antoine Delacroix, mais par la direction générale des éditions Delacroix. Le ton était formel, mais sans froideur. On lui proposait une collaboration. Pas une réintégration, pas une embauche. Une véritable collaboration entre sa maison indépendante et le groupe Delacroix, dans le cadre d'un nouveau projet national sur la littérature émergente. L'idée, créer un pont éditorial entre les grandes structures et les éditeurs indépendants, pour faire remonter les voix singulières vers une diffusion plus large, sans les absorber, sans les reformater. Camille lut le message 2 fois, puis la pièce jointe contenant les détails du projet. Tout avait été pensé avec précision. Son nom apparaissait comme partenaire principal et non comme sous-traitante. Elle aurait pouvoir de décision, choix des auteurs, contrôle sur les textes. Le nom d'Antoine n'apparaissait nulle part, mais elle savait que cette proposition venait de lui. Cela n'avait rien d'un geste symbolique. C'était une main tendue, dans les règles du métier, dans le langage qu'ils partagèrent depuis toujours, celui des livres. Elle hésita, longtemps. Elle n'avait plus besoin de Delacroix. Elle avait construit autre chose, ailleurs, autrement. Mais elle ne pouvait ignorer ce que cette alliance pouvait permettre à ses auteurs, à sa structure et à la circulation d'idées nouvelles.
Elle finit par répondre, acceptant un rendez-vous de travail à Bordeaux. La réunion eut lieu dans une petite salle de conférence d'un hôtel du centre-ville, loin des vitrines parisiennes, loin du marbre froid des sièges sociaux. Antoine était là, accompagné d'une chargée de projet et d'un coordinateur éditorial. Il la salua avec la même retenue que lors de leur dernier échange à Paris. Il n'y eut pas d'allusion au passé, rien que des chiffres, des propositions concrètes, des maquettes, des calendriers. Tout ce qu'elle aimait, l'efficacité dans la transparence. Elle posa ses conditions, il les accepta. Elle proposa des modifications, il les intégra. Il n'y eut pas de jeu de pouvoir, pas de tension dissimulée. Simplement deux professionnels en train de bâtir quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qu'ils avaient été. Dans les mois qui suivirent, le projet prit forme. Camille sélectionna les premiers textes, encadra les équipes de relecture, proposa une ligne graphique. Antoine, de son côté, sécurisa la distribution, les financements, les partenariats avec les réseaux de bibliothèques. Lors des réunions régulières, ils se retrouvaient toujours en visio ou en salle de travail, jamais seuls. Mais chaque échange portait la trace d'un respect mutuel solide, nourri non par les émotions passées, mais par la reconnaissance d'un savoir-faire, d'une rigueur partagée. Le lancement de la première collection eut lieu à Lyon, dans une ancienne fabrique transformée en centre culturel. Camille y parla de son parcours, de la nécessité de soutenir les voix minorées, des alliances inattendues mais fertiles. Antoine prit la parole à son tour, saluant l'initiative, la qualité des textes, le courage éditorial. À aucun moment leurs histoires personnelles ne furent évoquées. Ce jour-là, ils étaient deux éditeurs unis par une vision commune, et rien de plus. Mais ceux qui les connaissaient vraiment percevaient, dans leur manière de se regarder, une complicité particulière. Pas de l'ambiguïté, pas de tension refoulée, une clarté tranquille. Ils n'étaient plus dans une position déséquilibrée, marquée par le pouvoir ou les émotions contrariées. Ils étaient désormais deux adultes, deux professionnels, qui avaient traversé des épreuves complexes et en avaient tiré une maturité singulière. Parfois, à la fin de certaines réunions, il restait quelques minutes de silence entre eux. Aucun mot inutile, aucun besoin de combler le vide. Ils parlaient du dernier roman qu'ils avaient aimé, d'une tendance émergente, ou simplement du climat dans leurs villes respectives. Il n'y avait pas d'agenda secret, pas d'arrière-pensée, juste la possibilité de se parler autrement, sans se protéger, sans s'imposer. Un soir, alors qu'elle relisait les dernières épreuves d'un roman qu'ils allaient coéditer, Camille comprit que leur histoire avait trouvé sa forme définitive. Ce n'était pas une relation sentimentale, ce n'était pas un passé refoulé. C'était un lien tissé dans l'épreuve, dans le travail, dans le respect, et reconstruit dans la lenteur. Un lien qui ne cherchait plus à être nommé, mais qui existait par ce qu'il permettait. Bâtir, transmettre, soutenir. Elle posa son stylo, ferma le dossier et se leva pour aller marcher dans la rue calme où elle vivait. Bordeaux brillait sous les lampadaires, les volets étaient clos, la nuit était douce. Elle avançait sans penser à demain, mais avec la certitude rare que le présent, enfin, lui appartenait entièrement.